Qu'est-ce que la rhétorique? Dans son sens général, le mot rhétorique est associé à ce qui est artificiel, emphatique, déclamatoire, voire à ce qui est faux. Étant longtemps délaissée comme une discipline liée au sophisme, à la fausseté, la rhétorique reviendra par la suite en force dans deux perspectives de réception. D'un côté comme art d'argumenter et propose par conséquent des outils qui visent à convaincre, chez les orateurs par exemple, les discours judiciaires, politiques et philosophiques. De l'autre, comme discipline qui s'intéresse à l'étude du style et plus particulièrement, les figures de style. Donc la rhétorique conduit à analyser ce qui fait la littérarité d'un texte. Ainsi, elle retrouve sa fonction première qui est celle d'utiliser les outils stylistiques dans une visée argumentative. D'ailleurs, c'est le sens qu'il avait au temps d'Aristote jusqu'au XIXe siècle. Pour Olivier Reboul, la rhétorique est l'art de persuader par le discours. Le mot discours doit être entendu dans le sens d'une production écrite ou orale allant d'une phrase à un ensemble de phrases. Construit sur une ou plusieurs idées cohérentes. Il est évident donc que le mot rhétorique désigne tout discours visant la persuasion, comme la plaidoirie, la harangue politique, le sermon, le tract au placard publicitaire, le pamphlet, la lettre de demande, l'essai, le traité philosophique de l'idéologie aux sciences ou de sciences humaines. Encore faut-il signaler que d'autres formes de production littéraire, quoique n'ayant point de visée persuasive, font partie du champ rhétorique comme la poésie lyrique, la tragédie, le mélodrame, la comédie, le roman et le conte, ou plutôt les contes populaires. À ce point de ma réflexion sur la rhétorique, il serait important d'interroger le rapport qu'elle entretient avec la persuasion. Rappelons à ce titre que la rhétorique s'intéresse essentiellement, au discours persuasif. Donc, il serait important de savoir ce que persuader signifie. Ainsi, souligne-t-on dans les dictionnaires que persuader veut dire conduire quelqu'un, moyennant bien sûr les outils, ou plutôt des outils rhétoriques, à croire quelque chose. D'où la différence avec le verbe convaincre, désignant uniquement l'intention de quelqu'un qui cherche à faire comprendre. Cette opposition entre ces deux verbes montre que dans l'être humain se côtoie l'être de croyance, l'être de l'affect ou de sentiment, et celui de raison et d'intelligence. Ces deux dimensions, qui désignent convaincre et persuader, peuvent parfois se compléter sans s'opposer. Il y a donc discours persuasif lorsque l'intention du locuteur est de faire croire. C'est une intention déclarée. Ou en partie persuasif, c'est le cas d'un locuteur qui arrive à installer une idée chez l'interlocuteur sans en avoir réellement l'intention, c'est-à-dire sans qu'il exprime c'est-à-dire cette intention d'une manière déclarée. Sur un autre plan, nous dirons que la rhétorique est un art dans la mesure où il désigne une compétence de discours reposant sur un savoir, spontané ou acquis, ou plutôt un savoir-faire, spontané ou acquis, par le biais de l'enseignement. C'est le cas du sophisme par exemple. Cela signifie que nous avons affaire à deux types de rhétorique.
La première est une habileté discursive liée au développement, ou plutôt qui se développe à mesure qu'évolue l'usage de la parole en société. La deuxième désigne plutôt, c'est-à-dire un enseignement, comme dans le cas des techniques d'expression et de communication. La rhétorique est souvent définie par sa fonction. En effet, lorsqu'on dit que la rhétorique est l'art de persuader par le discours, on en établit l'esprit dans et par ce qu'il permet de réaliser, à savoir faire croire quelque chose sans égard pour son degré de véracité. C'est dans ce sens qu'Aristote l'a défini comme la faculté de persuader pour chaque question ce qui peut être à persuader. Donc, il est question dans cette définition d'un sujet X cherchant à faire adopter à un sujet Y une position intellectuelle ou psychologique qui répond à l'intention du discours cherché par le locuteur. Celui-ci, à titre d'exemple, recourt à des outils linguistiques, psychologiques, voire sociologiques pour atteindre cet objectif. Rappelons un fait important. La rhétorique est née avec la société démocratique dans la Grèce antique. Sachant qu'une démocratie sans discours persuasif est impossible. Un discours capable de fédérer des individus issus d'horizons divers. Alors il y a aussi la justice, la politique, la délibération et le concours. Donc on est passé d'une société où régnait la violence, la justice fondée sur la vengeance, à une société qui fait confiance au pouvoir de la parole, du discours, donc au pouvoir de la raison. Donc une société où tout était lié à l'héritage, donc acquis grâce à la naissance, devient le lieu de contestation par le peuple. Intervient à ce propos le rôle de la parole comme un outil de persuasion ou d'argumentation. L'orateur, l'avocat, le politique recourent alors à ce qu'on appelle les métaphores radicales, qui plongent dans l'inconscient collectif et structurent notre perception et notre vision du monde et aussi notre savoir. Le discours devient le substitut du champ de bataille. D'ailleurs, les expressions qu'on utilise pour décrire la force de la parole le prouvent, et d'une manière éloquente. Arguments frappants, joutes oratoires, lutte verbale, mots blessants, arguments massus, bataille oratoire, plutôt bataille d'arguments, combat de mots. Toutes ces expressions associent l'usage de la parole à la violence du combat. La rhétorique serait-elle alors une étape dans l'évolution de l'esprit humain, marquant le passage de l'esprit de vendetta à celui du raisonnement rhétorique? Donc, grâce à la rhétorique, est née la contestation, qui est le propre de la politique, de la philosophie et de toutes les disciplines qui sont à la recherche d'une forme de vérité. C'est cette position de la rhétorique qui sera à l'origine de ce qu'on appelle la pensée dialectique, qui consistait au début à régler des problèmes relatifs à la pensée philosophique, à la gestion politique de la cité. La rhétorique sera donc l'outil de la recherche du vrai et du vraisemblable. Étant associé à la dialectique, il deviendra chez les rhétiques des sophistes, signifiant l'art de la controverse. On est du côté du vraisemblable. Autrement dit, la rhétorique signera le triomphe du faux et de l'absurde. Mais cette dialectique avec Socrate et son disciple
Platon, sera au service du vrai. Donc, on comprend pourquoi on dit que la dialectique est la partie argumentative de la rhétorique. Donc, dans la mesure où la première se sert de la seconde pour convaincre. Ainsi, Aristote, dans cette perspective argumentative de la rhétorique, établit-il une conception attribuant à celle-ci 4 parties qui sont les suivantes. La première partie s'appelle l'invention. Il s'agit de la première étape où l'auteur commence à chercher tous les arguments qui sont en rapport avec le thème de son discours. La valeur de ces arguments dépend bien évidemment de la nature du discours qu'il cherche à élaborer, d'autant plus que nous en avons 3 types. Il y a le judiciaire, le délibératif et l'épédictique. Cela signifie que ces arguments doivent être adaptés à l'auditoire ou bien au récepteur. D'autant plus que ces 3 types de discours n'ont pas les mêmes visées, donc n'utilisent pas les mêmes procédés, stylistiques, rhétoriques et j'en passe. Le judiciaire défend dans le sens de plaidoirie ou accuse dans celui de réquisitoire. Le délibératif conseille ou déconseille, alors que l'épédictique loue au blâme un homme ou une catégorie d'hommes. Ces 3 types, ou plutôt ces 3 genres de discours, utilisent 3 types d'arguments. Ethos, pathos et logos. En effet, Aristote précise que les 2 premiers, à savoir l'éthos et le pathos, sont de l'ordre de l'affectif, alors que le 3e, logos, désigne ce qui est rationnel. J'arrive maintenant à ma 2e partie, à savoir la disposition. Cette partie de la rhétorique est liée à la créativité de celui qui élabore le discours. Donc, il y a une part du littéraire comme il y a une part d'esthétique. Ainsi retient-on un plan qui peut contenir jusqu'à 5 parties. L'exorde, qui est le commencement, ou plutôt qui désigne le commencement, sur le mode fatigue. Elle vise à accrocher l'attention du public. Cela revient à dire que l'auteur du discours doit être en mesure d'exposer clairement sa thèse. Il y a aussi la narration, ou diégésis. Celle-ci n'est rien d'autre que l'exposé des faits qui, quoique se voulant objectif, demeure orienté selon qu'on est dans l'accusation ou la défense. La confirmation, quant à elle, est la partie la plus longue, voilà des parties précédentes. On propose l'ensemble des preuves suivies d'une réfutation dont la visée est de détruire les arguments adverses. Sur un autre plan, à la confirmation, il y a la question de l'ordre des arguments. Faut-il commencer par les plus faibles et finir par les plus forts? Cette question est certes importante, mais on sait que cette évaluation des arguments demeure relative et dépend de l'appréciation de chacun. La 3e partie s'appelle l'élocution. Là, on utilise le mot élocution dans le sens technique, parce qu'il désigne l'étape de rédaction où l'orateur exprime son image et sa subjectivité. Cela signifie que toute la substance cognitive du discours peut appartenir à l'encyclopédie d'une époque ou d'une discipline. Seule l'élocution reflète ce qui appartient à l'orateur comme singulatif. C'est dans ce domaine de réflexion que la rhétorique rencontre la littérature. Une rencontre reposant sur le style et la langue comme un usage particulier, personnel et marqué. L'orateur ou l'auteur est appelé à utiliser un discours à la fois pertinent, correct
et beau. Attention, beau ne doit pas se confondre avec ce qui est poétique. On parle tout simplement d'une écriture se démarquant de la prose du vulgaire. Le meilleur style ou le plus pertinent serait celui qui est adapté au sujet. Le style noble pour émouvoir, le cas de la péroraison, le simple pour informer ou expliquer et l'agréable pour plaire. On vient maintenant à la dernière partie qui s'intitule l'action ou hypocrisie. Précisons d'abord que le mot hypocrisie n'a rien de péjoratif dans ce contexte, mais renvoie tout simplement au jeu théâtral que doit accomplir l'acteur ou l'orateur en exposant son discours. Il est question de feindre des sentiments qu'il n'éprouve pas, je veux dire l'acteur ou l'orateur. L'acteur qui feint est un artiste, mais l'orateur qui sait feindre est un menteur. Nous reviendrons par la suite, voilà, à cette question. L'action est finalement l'étape du travail rhétorique. Prononcer le discours. D'où le sens de l'action désignant l'étape de prononciation de ce discours. On commençait dans l'Antiquité par l'apprendre par cœur, ainsi expliquant l'importance de la mémoire et des procédés de mnémotechnie et de la décomposition du discours en fonction d'une stratégie facilitant la mémorisation, une cohérence bien articulée, l'enchaînement logique de ses parties et le rythme de ses phrases. Un autre problème est à ne pas négliger dans ce sens, à savoir comment faire passer son discours dans sa forme écrite à l'oral. On dit le plus souvent qu'un texte lu d'une manière expressive aide à mieux le comprendre et bien sûr l'expliquer. Une bonne lecture, c'est déjà la moitié de son explication. Dans ce sens, prononcer un texte, c'est surtout être en mesure de l'interpréter comme on interprète une chanson ou un rôle plutôt dans un film ou un pianiste, une sonate. Si l'écrit est considéré comme la forme morte de la parole, l'orateur doit redonner vie à son discours en l'exposant devant son public. Au terme de cette réflexion sur la rhétorique, je peux dire que cette discipline est d'une importance majeure pour la culture de l'homme, de l'être, comme pour celle de celui dans le métier et l'enseignement du discours littéraire ou philosophique. D'autant plus que la rhétorique cultive chez tout lecteur une sensibilité à la forme du discours, fait qu'elle n'est pas sans intérêt pour en construire une réception raisonnée. C'est sur la base de cette réception raisonnée, voilà que tout lecteur puise la matière, ou plutôt les outils qui permettront de mieux saisir les enjeux du texte littéraire ou philosophique.